J'aime plus faire des choses que faire des affaires. C'est plus ça ma motivation, là, tu sais. Réaliser des choses, mais c'est parce que si je veux continuer à faire des choses, il faut que mes business soient bien gérés, il faut que je fasse de l'argent pour pouvoir la réinvestir, tu sais. Mais moi, je suis pas en affaires pour faire de l'argent, je suis en affaires pour, tu sais, je veux faire des affaires, je veux réaliser des choses. C'est ma plus grande satisfaction. Christiane Germain est une rareté dans le monde des affaires. Une femme dans un monde d'hommes, d'abord. Elle a quitté l'école jeune, elle voulait travailler rapidement. Elle a voyagé, elle a tenté toutes sortes d'avenues avant de se passionner pour l'hôtellerie. C'est pas une nostalgique. Elle se projette en avant et regarde rarement en arrière. Ce qui lui a permis de développer un nouveau modèle. Ça part d'une idée. C'est un cliché. Mais pour fonder une entreprise, il n'y a rien de plus vrai. Il y a une étincelle, une vision qui se forme, une audace pour se bâtir et affronter beaucoup d'adversités. Dans ce balado, on va à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leur idée en réalité. On va explorer la genèse de leur idée, les défis qu'ils ont surmontés, les secrets de leur réussite. Parce que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure humaine. Christiane Germain a bâti l'un des groupes hôteliers les plus réputés. 19 hôtels à travers le pays, 3 bannières et 20 ans de suite dans le palmarès des sociétés les mieux gérées au Canada. Mais comment la Dragonne est passée de décrocheuse à première de classe en affaires? Vous, quand on vous voit, vous êtes toujours décontracte, toujours avenante, très disponible. Vous prenez visiblement du plaisir à faire des affaires. Est-ce qu'il vous arrive encore de conduire des clients à leur chambre pour vous assurer que tout est OK comme quand vous avez ouvert votre premier hôtel? J'ai rapidement compris que c'était pas la façon de faire les choses. Pour mettre les gens dans le contexte, le premier client qu'on a accueilli lors de l'ouverture de notre premier hôtel à Sainte-Foy en 1988, je l'attendais à la porte de l'hôtel et je l'ai conduit moi-même à sa chambre. Il me regardait un peu d'un drôle d'air, mais moi, je venais du milieu de la restauration, puis j'étais habituée de conduire les gens, des accueillir à la porte, puis des conduire comme une hôtesse dans un restaurant. Alors, j'ai eu le réflexe de faire la même chose, mais j'ai rapidement compris que c'était pas la façon de faire les choses dans un hôtel. Et puis, je les ai bien accueillis, mais sans les conduire à leur chambre. Vous êtes né en 1955 à Trois-Rivières. Vous allez grandir à Québec. Dans quel genre de famille vous naissez? C'est qui la famille Germain? La famille Germain, c'est une famille. Moi, c'est ça. Mes parents ont ouvert leur première tabagie en 1954 à Sainte-Foy, dans la région de Québec. Donc, je suis née, ma grand-mère s'occupait de nous à la maison, puis mes parents allaient travailler. Alors, je suis née dans une famille d'entrepreneurs qui démarrait une entreprise, qui travaillait très fort. Et moi, les dimanches, tu sais, je me souviens, là, j'avais 4 ans, j'étais au comptoir de la tabagie, parce que la tabagie, dans ce temps-là, tu sais, c'était des concepts comptoir, sandwich, soupe, puis à l'avant, plus tabagie, là. Alors, c'était comme un comptoir lunch, tu sais. Alors, moi, je me souviens très bien, là, mes parents, ma mère était à la caisse, mon père était en arrière du comptoir, faisait les soupes Campbell, puis nous, on était assis au comptoir, puis on restait sages. Alors, j'ai vécu dans cet environnement-là. Tu sais, après ça, ils ont eu un restaurant, le Buffet de la Colline, qui était plus restaurant que tabagie. Donc, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs extrêmement vaillants qui nous ont rapidement transmis les valeurs de l'effort, mettons. Le Buffet de la Colline, vous l'avez dit. Ensuite, le fiacre. Hein? Votre père se tourne vraiment vers la restauration. Le fiacre qui est très fréquenté à l'époque à Québec. Et peu à peu, votre père bâtit aussi ses actifs immobiliers avec la société Cazot. C'est quoi votre souvenir de cette période-là?
Ben, comme je vous dis, c'est un souvenir très... Je vois mes parents très impliqués dans la restauration. Puis à un certain moment donné, comme vous venez de le mentionner, papa, vers le milieu des années 70, commence à diversifier puis à se diriger vers l'immobilier. Alors, il a commencé à acheter Cazot. La compagnie s'appelle Cazot parce que le premier immeuble qu'il a acheté était sur la rue Cazot, à Québec. Et c'est un immeuble appartement. Alors, je me souviens que pour lui, c'était, puis avec raison, là, c'était un passage très, très important. Puis ce qui est intéressant, puis que je veux mentionner aussi en même temps, c'est que mon père a développé la bosse des affaires, mais je dirais que au départ, c'était ma mère qui a beaucoup poussé. J'ai pas entendu toutes les conversations, vous comprenez bien, là, j'étais tout petite, mais tu sais, les souvenirs que j'ai, ma mère avait beaucoup d'ambition. Puis mon père, quand il a rencontré ma mère, il était commis voyageur, ouais. Et puis maman, et il vendait des revues dans les tabagies. Alors, c'est comme ça qu'il a été mis en contact avec le monde des tabagies, puis qu'il a compris qu'il y avait possiblement des bonnes affaires à faire. Puis ma mère a vraiment poussé mon père, on se part en affaires, tu sais. Et c'est là qu'ils ont déménagé à Québec, parce que l'opportunité s'est présentée à Québec. Et puis ma mère a arrêté de travailler pour s'occuper de nous autres un petit peu plus tard. Puis après ça, papa a vraiment développé la bosse des affaires et avec le temps, il a diversifié ses actifs. Alors, quand vous avez 14 ans, vous ne voulez pas travailler dans les restaurants de vos parents. Vous, au départ, c'est l'engagement social. Ben oui, l'engagement social, oui. Votre relation avec votre père est pas facile. C'est tendu, en quelque sorte. Pourquoi c'est tendu comme ça? Ben, parce que je suis une fille qui a du caractère. Puis mon père, tu sais, je suis à l'âge, là, tu sais, j'ai 14 ans, puis ce que dit mon père, c'est pas nécessairement la vérité, tu sais, puis j'ai pas de misère à lui dire que ça n'a pas de bon sens, tu sais, je veux dire, on a une relation, on a toujours, à cet âge-là, je vous dirais de 14 à possiblement 17, 18 ans, eu une relation, ouais, c'était une, une adolescente, là, tu sais, qui dit à son père qu'il sait pas de quoi il parle, puis, tu sais, mon père me répondait. Alors, ça faisait des conversations animées, mettons. Mais c'est une sensibilité qui est restée quand même, on va y revenir. Mais plutôt que de travailler dans les restaurants de votre famille, vous décidez de travailler dans la fromagerie voisine, dans votre quartier, entre autres. Bien, ce qui est important, c'est que je décide de travailler très jeune. Très jeune, tu sais, c'était clair pour moi que j'allais pas vivre de mes parents, tu sais. Très jeune, je veux gagner mon argent, je veux être indépendante, je veux être capable de dire, je suis pas obligée de vous écouter, c'est mon argent. Tu sais, rapidement, ça s'est installé dans ma tête. Alors, je me suis trouvé des petits job-ins, puis la fromagerie qui était chez Mme Murphy, là, qui appartenait à Mme Murphy, puis c'était ma voisine, puis j'étais allée la voir, puis après ça, j'ai travaillé dans une mercerie pour hommes, puis j'aimais ça. Puis vous allez entrer au cégep en lettres, mais ça vous ennuie. Oh non, j'aime pas ça. Puis là, il faut se mettre dans le contexte, là, c'est les premières années du cégep. Puis le cégep de Sainte-Foy, c'est très, très gros. Tu sais, c'est des milliers d'étudiants. Puis j'aime pas ça. On descend en bas, puis tu sais, je suis en sous-sol, puis je suis vraiment pas bien. Puis j'avais, effectivement, là, vous me rappelez, j'étais en lettres, tu sais. Et puis j'essayais d'apprendre... J'aimais apprendre les langues. J'avais appris l'espagnol, puis là, je voulais apprendre l'allemand, puis... Non, il n'y avait pas d'atome crochu. Alors là, mes parents sont en voyage, en quelque part, puis j'arrête d'aller à l'école. Ça n'a pas été long. Et puis là, ils reviennent, puis là, ils me disent, mon doux, tu passes beaucoup de temps à la maison. Alors, les premières fois, je leur explique que l'horaire des cégeps, c'est différent de l'horaire du secondaire. Tu as un horaire plus... tu as moins d'heures de cours. Mais là, à un moment donné, il a fallu que je leur dise que je n'avais plus d'heures de cours, tu sais. Alors, donc, tout ça pour dire que là, mon père m'a dit, écoute, pas de problème, si tu vas arrêter, arrête, mais il faut que tu travailles. Alors là, je suis allée travailler, je me suis trouvé un emploi à la Banque nationale. Et c'est là, je lisais, que vous découvrez la discrimination salariale à l'égard des femmes. Comment vous découvrez ça? Alors là, je travaille là. Je gagne 72 $ par semaine. Et puis, quelques mois plus tard, arrive un beau grand jeune homme qui, on jase, puis son salaire est de 111 $ par semaine.
Alors là, je m'en vais trouver le directeur de la succursale, puis je lui dis, pourquoi lui gagne 111 et moi 72? Alors là, il m'explique qu'il a terminé son cégep, ce que moi, je n'avais pas terminé, et que c'était un gars. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de gêne, là, c'est un gars, OK? Bon, alors je me dis... Et c'est là que je réalise, mais peut-être que je devrais continuer mes études un petit peu, aller chercher le minimum qui était terminer le cégep, puis c'est là, effectivement, que ça a été une révélation pour moi parce que... Puis je comprends, c'est drôle, je me souviens que je comprenais pas pourquoi, parce que c'était un gars qui gagnait plus cher que moi, là. C'était pas... je comprenais pas. C'était la première fois que quelqu'un me mettait devant cette évidence-là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, c'est ça, je comprenais pas. Vous sentez le besoin de vous éloigner de Québec. Vous n'avez pas encore 20 ans. Qu'est-ce que vous faites? Je veux retourner aux études, mais je veux apprendre l'anglais parce que, tu sais, j'aime Québec, mais je sais pas, j'avais cette envie, ce besoin-là d'élargir, mais géographiquement parlant, d'élargir mes horizons, de connaître autre chose. Alors là, je me dis, bon, ben je vais aller étudier à Toronto en anglais, puis je vais aller étudier dans un domaine que je connais un peu, même si j'avais pas vraiment travaillé là-dedans, soit la restauration, parce que j'ai jamais à ce moment-là, j'avais jamais travaillé dans la restauration. J'avais vu mes parents, mais alors je vais aller étudier là. Puis finalement, j'ai fait un petit peu de recherche, puis je me suis ramassée à Toronto, dans un collège, Humber College à Toronto, qui est l'équivalent d'une technique là, dans les cégeps, tu sais. Et à un moment donné, je suis de passage à Montréal. Mon frère, à ce moment-là, étudie à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Puis je m'en venais le visiter. Je vois cette annonce et il demande des directeurs, des gérants pour un restaurant qui va ouvrir à Montréal. C'est une chaîne de San Francisco. Et là, j'appelle justement le chercheur de tête qui a placé l'annonce. Et là, je lui dis, bien là, je suis une fille, OK? Et je dois avoir, je sais pas, j'ai à peine 20 ans. Est-ce que je suis trop jeune? Puis là, ils me disent non. Alors, c'est ça. J'ai une fille, j'ai 20 ans, est-ce que je peux faire application? Puis ils me disent oui, vous pouvez faire application. Alors, j'ai fait application, puis j'ai été embauchée. Puis là, à ce moment-là, je suis allée travailler parce que on nous formait pendant 6 mois à San Francisco. Alors, j'ai passé 6 mois à San Francisco. Puis après ça, le restaurant de Montréal n'était pas prêt pour l'ouverture. Alors, on est allé, je suis allée travailler à Vancouver pour cette chaîne-là. Puis après ça, j'ai fait l'ouverture à Montréal. Ça a été une expérience formidable, oui, vraiment, vraiment. Quand vous revenez au Québec, est-ce que le Québec que vous découvrez, vous le voyez différemment? Et je me souviens, puis là, c'est ça, là, en 76, OK? Ça veut donc dire que j'ai 21 ans. Je suis à San Francisco, OK? C'est ça, je suis devant mon téléviseur et j'apprends aux nouvelles que le Parti québécois a gagné ses élections, tu sais. Alors, moi, je suis un peu, là... je l'ai pas vécu, cette période-là. Je dis, hein, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens, j'en avais parlé avec mes parents, tu sais, bon. Mais tu sais, j'ai pas tout ce mouvement-là, toute cette période-là, je l'ai pas du tout vécu. Je l'ai vécu à distance. Alors, je reviens au Québec. Je suis dans un milieu plus anglophone parce que le restaurant est dans le bout de Jean Talon, des Caries Jean Talon, qui est un milieu assez anglophone, à l'époque en tout cas, là. Puis j'habite dans Notre-Dame-de-Grâce. Beaucoup de gens avec qui je travaille viennent de d'autres provinces canadiennes, tu sais. Alors, je suis dans un milieu vraiment plus anglophone. Donc, j'ai pas... j'ai l'air déconnectée, là, mais je l'étais un peu à ce moment-là. Puis j'étais très focusée sur mon travail. C'était important pour moi. J'étais évidemment la plus jeune. Puis je voulais leur montrer que j'étais capable de bien faire les choses. Alors, j'étais vraiment focusée sur ça. Alors, donc, est-ce que je revois le Québec changer? Il a changé, mais moi, je suis pas là pour le constater, tu sais. Mais c'est pas une longue aventure, le Victoria Station. Non, c'est pas une longue, ça a duré, écoute, au total, ça a dû durer 1 an et demi à peu près.
Alors là, je voulais quitter Victoria Station, mais je m'en allais travailler pour une compagnie aérienne parce que je voulais voyager. Puis dans ce temps-là, les compagnies aériennes offraient des avantages de voyage sur les billets d'avion. C'était fantastique. On pouvait faire le tour du monde pour une bouchée de pain. Alors là, mon plan, c'était de travailler. J'avais fait application chez American Airlines, puis j'avais été embauchée. Puis au même moment, mon père me dit... Ben, pourquoi tu ne reviens pas? Puis et là, j'ai mis mes conditions. Ben, j'ai dit, OK, je vais revenir, mais à condition que le restaurant que tu as, on le jette à terre puis on recommence. Et ce à quoi il a dit, OK. Et puis, ça a été l'aventure du cousin Germain. Et là, votre père veut que ce soit vous qui le gériez, le cousin Germain. Pourquoi vous acceptez de le faire? Bien, parce que pour les raisons que j'avais dit à papa, j'ai dit, puis moi, j'avais passé du temps à San Francisco. La restauration était vraiment, ça bougeait beaucoup. Et, il y avait des idées de concepts très intéressantes. Alors, j'avais vu plusieurs nouvelles idées. Puis j'avais appris à opérer aussi, parce que ce que j'avais appris chez Victoria Station, c'était quand même significatif. Alors, parce que à l'école, j'ai pas appris grand-chose, mais quand j'ai travaillé, mais j'apprenais beaucoup, J'étais vraiment comme un buvard. Puis donc, j'avais de l'assurance, je me sentais, puis je savais que le Nouvelle-Orléans, c'était fini, là. Faut faire d'autres choses avec ça, Puis j'avais mon idée de restaurant, puis alors c'est pour ça, quand je lui ai dit, OK, je reviens, mais on fait le restaurant, là, Puis mon frère terminait ses études aussi à l'Institut. Alors, le timing était très bon pour lui de nous ouvrir les portes pour justement gérer un de ses commerces. Ce qu'il a fait, on a rénové la Nouvelle-Orléans, puis on a ouvert, puis finalement, le cousin Germain a été un très beau succès aussi. Votre père achète aussi le Saint-Honoré à Québec, près de l'Assemblée nationale. Ça, c'est votre frère qui s'en occupe. Votre père s'occupe du fiacre, vous du cousin Germain. Ça marche tempête, comme on dit. Vous avez à peu près 600 employés en tout et partout. Est-ce que votre père a toujours eu ça en tête, selon vous, que ses enfants suivent ses traces? Je pense que non. Je pense que non. Ben, je sais pas, j'étais pas dans sa tête, mais je pense qu'il n'avait pas cette idée-là. Non, non. Moi, je regarde aujourd'hui, nos enfants sont aussi dans l'entreprise. Puis, c'est pas quelque chose auquel je pensais, quand les possibilités sont arrivées, j'ai dit, c'est le fun. Mais je vivais pas ma relation avec ma fille. Je n'ai jamais vécu ma relation avec ma fille en fonction de ses choix professionnels qui pourraient être de venir chez nous. Puis je ne crois pas que mes parents le faisaient aussi, Je pense qu'à un moment donné, papa a constaté qu'il y avait de l'intérêt pour nous autres, puis qu'on pouvait être pas pire. Alors, il devait être content. Mais je pense pas qu'il y avait ça en tête. Je pense pas. Justement, votre fille, elle naît en 1982. Vous allez l'élever seule. Ça représente quoi comme défi d'être mère monoparentale et femme d'affaires à l'époque, là? Il faut se battre contre quel genre d'adversité? Premièrement, il faut passer à travers. Faut pas penser à ce que les autres disent. Parce que je me suis pas retrouvée seule. C'est un choix. Donc, en 82... grosse bedaine, tout seul, ils ne savent pas c'est qui le père, je veux dire, puis c'est ça, cette affaire-là, c'est bon. Alors donc, je sais que les gens posent des questions, mais je suis bien faite, ça me touche pas vraiment. Alors ça, c'est un élément que j'ai jamais eu à me préoccuper de ça. Puis, ben après, c'est sûr, quand ton enfant naît, puis t'es seul, ben il faut que tu t'organises, il y a une question d'organisation. J'étais bien entourée, OK? Parce que ce qui est important aussi de mentionner, c'est que ma famille m'a toujours supportée là-dedans, ma famille a jamais dit, j'ai jamais senti quoi que ce soit, là, de reproche, Alors, j'étais bien entourée, que ce soit mes parents, mes 2 frères, mes amis, alors, j'ai eu de l'aide, et puis j'ai pas essayé de tout faire toute seule. Ma fille, c'est plus vieille. Quand elle était petite fille, là, qu'elle revenait de l'école, ben des fois, elle revenait de l'école,
Puis elle était au bureau, puis c'était des employés qui l'aidaient à faire ses devoirs. Puis on mangeait toujours plus tard que tout le monde parce que j'arrivais plus tard, puis je voulais qu'on mange ensemble, puis je voulais qu'on lui fasse ses repas, puis qu'on mange bien. Puis alors, tu fais des choix dans la vie, puis peut-être, tu sais, puis en même temps, peut-être qu'elle, il y a des moments qui ont été plus difficiles. Et la vie, c'est un peu ça aussi, hein, tu sais, c'est pas nécessairement un long fleuve tranquille. Alors, écoute, je me suis bien organisée, puis j'ai été bien entourée. Vous allez aussi connaître un premier échec commercial. C'est à peu près votre seul en carrière, là. Avec une franchise, un restaurant que vous ouvrez dans un centre commercial, ça marche pas vraiment. On avait le Cousin Germain, on avait le Saint-Eau, qui étaient probablement les 2 restaurants qui fonctionnaient le plus à Québec à ce moment-là. Puis là, est arrivé sur le marché un restaurant qui existait déjà, qui était situé à Place Sainte-Foy, puis qui marchait très bien. Et est arrivée l'opportunité de l'acheter. Alors là, yes, on l'achète. Et puis, on avait une idée de transformer ça en, justement, les côtes levées. Et puis, les côtes levées, pour remettre dans le contexte un peu, tout le monde, les gens parlaient des côtes levées en Floride, puis tu sais, c'était très populaire. Alors, tu sais, on s'est dit, on va faire ça ici. Puis, bon, alors effectivement, on a acheté une recette de sauce à côte levée à Chicago, qu'on a payé à l'époque très cher. Puis, on a acheté beaucoup de sauce. En tout cas, bref. Faire une longue histoire courte, on fait ce lancement, gros lancement, puis... écoute, on a dépensé beaucoup de sous, puis ça n'a pas fonctionné. On l'a traîné pendant quelques années. Puis après ça, on s'est dit, on va essayer Giorgio. Puis on a essayé Giorgio, puis ça n'a pas marché, ça non plus. Mais c'est qu'on était locataire dans un centre d'achat. On avait un bail d'une dizaine d'années. Alors, il fallait respecter nos engagements, même si on savait très bien que notre local était un local très en demande. Et on aurait pu... Les propriétaires, qui étaient Ivano à ce moment-là, auraient très bien pu prendre notre local et tout de suite le louer à d'autres commerçants, mais les lois du monde des affaires étant parfois très strictes, ils n'ont pas voulu. Alors, finalement, on a respecté notre bail. Puis, on a perdu beaucoup de sous, là, tu sais, je veux dire, vraiment. Alors, mais c'est arrivé à un bon moment dans nos vies. On était jeunes encore, on était fin de la vingtaine. Alors, c'est un bon moment pour prendre ce genre de leçons, tu sais. Il faut que tu prennes chaque projet un à la fois. C'est pas parce que les autres vont bien que le prochain que tu vas faire est garanti, tu sais. Alors, toujours user beaucoup de prudence. Et puis, je pense que, tu sais, moi, d'avoir perdu cette somme d'argent-là importante dès le début, bien, ça a amené beaucoup de rigueur dans la gestion de nos entreprises. Et c'est probablement pas l'effet du hasard que on a participé tôt à ce concours là, des entreprises bien gérées, là, puis on est encore là parce qu'on a acquis, on a cette rigueur de bien gérer nos entreprises parce que des succès d'entreprise se mesurent à l'achalandage, mais se mesure aussi à la profitabilité de l'entreprise pour continuer justement à développer. Tu sais. Parlons du virage vers l'hôtellerie, là. 1986, vous êtes épuisé de la restauration. Vous avez plus le feu sacré. Puis là, vous partez à New York avec votre frère Jean-Yves. Puis vous débarquez à l'hôtel Morgan, qui est un des premiers hôtels boutiques à l'époque. Design très particulier. Et là, c'est le coup de foudre. Qu'est-ce que vous avez ressenti là-bas qui a tout changé? Bien, premièrement, on n'allait pas pour l'hôtel. Hein? On allait voir des idées, parce qu'à cette époque, en 80, milieu des années 80, Internet n'existait pas. Puis, tu sais, je veux dire, tu ne cherches pas tes idées sur Internet. Là. Tu sais, tu te déplaces. Puis, il y avait 2 villes aux États-Unis, plus de ce côté-ci, là, il y avait New York et Chicago, qui étaient... Ça bougeait beaucoup dans la restauration. Alors, c'était nos villes de prédilection pour aller chercher des idées. Donc, on se retrouve à New York. Puis, effectivement, j'ai moins le feu sacré pour le genre d'établissement qu'on avait, qui était resto, bar, discothèque, ouvert de 11h à 3h du matin. Tu sais, c'est des business qui sont difficiles à gérer. Moins le feu sacré. Alors là, je cherchais quelque chose, toujours dans le même domaine, mais plus... relax, tu sais, bon.
des heures moins difficiles. Quelqu'un nous dit « Allez donc voir cet hôtel-là, vous allez voir, c'est quelque chose. » Alors, c'est comme ça qu'on se ramasse au Morgan. Et puis, effectivement, tous les deux, on tombe en amour avec l'hôtel. C'est complètement différent de tout ce qui existe, là, les Holiday Inn, ce genre d'hôtel-là. Et le design a été fait par André Putman, une grande designer française. C'est simple, de bon goût. C'est vraiment, là, on sent du raffinement, mais beaucoup de simplicité. Alors donc, ça nous interpelle beaucoup. On prend des photos, puis là, on se dit, mon Dieu, que ce serait le fun de faire ça à Québec, tu sais. Et on revient, puis c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et vous sentez que la clientèle de Québec pourrait apprécier ce genre d'établissement-là? Là? Écoute, nos études de marché sont très limitées à cette époque. Hein? C'est vraiment ça. Tu sais, on se dit que c'est ça. Études de marché, moi, je sais pas. Bref, j'en ai pas fait. Et puis, non, c'est comme instinctivement, on se dit que ce serait le fun. Et finalement, cette bâtisse-là, où est ce premier hôtel qui, à l'époque, s'est appelé le Germain-des-Prés, était une bâtisse qui appartenait à mon père, Oui. un édifice à bureaux. Donc, le premier défi, c'est de relocaliser les gens qui étaient là, les locataires, parce que l'immeuble est plein. Puis justement, c'est là que mon père dit, ben oui, mais il est plein. Tu sais, mais là, en tout cas, bref, on l'a convaincu. Premièrement, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été, il n'a pas dit, OK, quelle bonne idée, là, tu sais. Papa a toujours été très ouvert à nos idées, mais toujours très prudent. Tu sais, ça n'a jamais... Il a eu sa générosité envers nous autres, mais il n'a pas fait de cadeaux. Tu sais? C'était pas OK, organisez-vous, puis tout ça. Alors, on lui a fait la démonstration. Le modèle d'affaires était bon quand même parce que l'immeuble en question avait 5 étages. On rajoutait 3 étages. On avait 126 chambres et la grande majorité des chambres n'avaient pas de bain. C'était des douches, des belles grandes douches, toutes vitrées. Mais encore là, replacez-vous dans le contexte, en 87, 6-7. C'était inusité. C'était très inusité, tellement qu'à un moment donné, il y a un prêteur qui est venu nous voir, visiter le chantier. On était sur le point de signer notre prêt. Puis quand il a vu que l'hôtel n'avait pas de bain, mais majoritairement des douches, il s'est retiré parce que c'était pas c'était pas concevable d'avoir un hôtel sans bain, ce qui est assez courant aujourd'hui, mais tu sais, quand tu le fais pour les premières fois, ben c'est ça. C'est ce que j'appelle le prix de l'innovation, le prix de l'audace. Tu sais, c'est le fun, l'innovation, c'est le fun, l'audace. J'adore, mais des fois, il y a un prix à payer. Il faut être prêt à l'assumer. 126 chambres, c'est un projet de 8 millions de dollars à l'époque. C'est assez ambitieux. C'est devenu le HALT depuis. Ensuite, vous allez transformer le fiacre en bistango à la base de l'immeuble. C'est un restaurant qui existe toujours d'ailleurs, puis durer dans le milieu de la restauration comme ça, hors du centre-ville en plus, c'est assez rare à Québec. Qu'est-ce qui explique ce succès-là selon vous? Moi, je pense que c'est les gens qui l'ont habité, là, les gens qui l'ont dirigé, qui le dirigent encore. Tu sais, la restauration, l'hôtellerie... il y a beaucoup les entreprises de services, hein, c'est beaucoup les gens qui font la différence. Moi, je vois pas, tu sais, je ne vois que ça, là. C'est les gens qui l'ont dirigé, ont laissé leur empreinte, puis ils l'ont bien fait. Puis c'est de choisir nos partenaires pour s'assurer que ces gens-là partagent les mêmes valeurs que nous autres, puis qu'on garde la communication. Mais c'est les gens. C'est les gens. Puis nous autres, on s'est gardé un rôle d'administrateur dans tout, dans les restaurants, parce que maintenant, on en a quand même, on y est revenu à la restauration, puis on en a quand même quelques-uns. Puis on a toujours des partenaires pour les gérer. Puis nous, on se garde le côté administratif. Puis on n'en parle pas beaucoup, mais la restauration, c'est l'administration, la gestion d'un restaurant est extrêmement importante. Tu sais. C'est une business et il faut la gérer telle qu'elle. Alors, oui, les coûts augmentent, oui, les salaires augmentent, oui, tu sais, je veux dire, mais si t'attends trop longtemps pour augmenter tes prix, ben
Et à un moment donné, tu vas perdre l'argent, puis là, tu augmentes, tu es obligé de faire des augmentations trop importantes qui risquent de faire mal à ta clientèle. Alors, nous, on se garde le côté administratif. Ceci étant dit, je dis pas que la restauration est facile, là, mais je dis que c'est un modèle d'affaires qui, à mon avis, est encore bon aujourd'hui. La preuve étant, il y a des restaurants qui vont encore super bien, mais il faut la gérer très rigoureusement. En 5 ans à peine, vous remboursez le financement de l'hôtel. Et là, vous sentez que vous avez peut-être les reins assez solides pour en ouvrir un deuxième. Effectivement, on commence à penser à en ouvrir un deuxième, OK? Puis, sincèrement, c'est pas parce qu'on a les reins solides. J'ai jamais... C'est drôle, hein? Sentir mes reins solides, là, j'ai pas senti ça souvent dans ma vie. Mais c'est une autre histoire. Non, mais c'est le goût de faire des choses. Tu sais, c'est le goût d'entreprendre, là, tu sais. Alors, puis là, on se dit, ben c'est le fun, on en a un. Puis on voyait des opportunités pour en avoir un deuxième, puis de bouger plus à l'intérieur des murs de Québec. Et c'est là que s'est présentée une opportunité tout près du Musée de la Civilisation, parce que c'était un quartier qui était en développement à ce moment-là. Mais tu sais, on n'a pas d'argent encore. T'sais. Alors là, la formule qu'il faut trouver, c'est faut trouver quelqu'un qui va acheter une bâtisse, qui va nous la louer à long terme, dans lequel on va pouvoir faire un hôtel, tu sais. Et comment vous faites pour faire accepter cette nouvelle formule de financement-là? Bien, en fait, faut que tu sois convaincant, puis il faut que tu rencontres beaucoup de monde, puis il faut que tu vendes ta salade, parce que finalement, comme je vous dis, tu sais, c'est que les projets hôteliers sont des projets qui demandent énormément de sous. Puis même si l'hôtel, le Germain-des-Prés à l'époque, va bien, il va jamais assez bien pour nous permettre d'acheter une bâtisse ou 2 bâtisses. Alors, il faut convaincre les gens de faire des partenariats avec nous. Puis à Québec, on a réussi. Vous allez quand même prendre le temps de bien le développer. Ça ouvre ses portes en 1996. Un bâtiment magnifique près du Vieux-Port de Québec. C'est quoi les défis de réinventer un vieil immeuble comme ça? Je veux dire, vous êtes passé d'un immeuble à bureau qu'on transforme en hôtel. Puis là, c'est un immeuble presque patrimonial, là, mais qui est quand même très ancien. Bien, les défis, tu sais. Mais il faut dire aussi, à ce moment-là, on travaille avec... C'est notre premier projet avec le Mimichaud. Là, on commence notre aventure avec ce bureau d'architecte, le Mimichaud. Puis ça, c'est important, là, tu sais, parce que, encore une fois, tu sais, là, je suis ici, on se parle aujourd'hui, mais je représente, tu sais, je veux dire, c'est une histoire de personnes, de monde, d'équipe, tu sais. Puis le Mimichaud, quand on l'a représenté, ce projet-là, je vois encore Viateur Michaud, lui, il était emballé, puis les idées, ça y sortait partout, là, tu sais, je veux dire, c'était... Alors, puis on avait une belle relation avec Viateur, j'avais vraiment une belle relation avec Viateur, alors sincèrement, là, ça a été facile. Oui, il y a eu des défis de construction, mais rien d'insurmontable, et je dirais que cet hôtel-là a vraiment été... un plaisir, vraiment. Oui, moi, j'ai adoré faire cet hôtel-là. C'est un pilier encore dans le Vieux-Québec. Vous êtes impliquée aussi dans la vie économique à Québec, présidente de l'Office du tourisme et des congrès de la communauté urbaine de Québec, de l'Association des restaurateurs. À un moment donné, vous êtes présidente du Festival d'été de Québec aussi. Qu'est-ce qui vous attirait dans ce genre de fonction-là? Bien, c'était ma façon, premièrement, tu sais, on a débuté cette entrevue en parlant de missionnariat, de contribution, d'aider, bon. Alors, ça a été, tu sais, j'ai été présidente de Centraide, tu sais, je veux dire, tout ça, c'était, moi, ma façon de redonner à la communauté, tu sais. Et en même temps, d'apprendre aussi, tu sais, j'ai beaucoup appris à travers ces organisations-là. Puis, c'est sûr que j'ai élargi mon réseau de connaissances, mais j'aimais ça. Je prenais vraiment plaisir à faire ça.
Et puis, je le prends encore dans une certaine manière, tu sais. Mais je pense que c'est venu naturellement. Puis mon père était comme ça aussi. Mon père était très impliqué, Carnaval de Québec, président de l'Association des restaurateurs du Québec. Je l'ai vu faire ça. Alors, moi, naturellement, je me suis me suis embarquée dans ça. Puis c'était aussi, replaçons-nous encore dans ces années-là, les femmes n'étaient pas très présentes dans ces postes-là. Moi, j'avais la possibilité de le faire. Alors, pour moi, c'était aussi une façon de prendre ma place. Alors, on met tout ça ensemble. J'étais bien à faire ça. 1999, vous ouvrez votre premier hôtel Germain à Montréal, sur la rue Mansfield. Comment on appréhende un nouveau marché comme Montréal quand on arrive de celui de Québec? Bien, on l'appréhende, c'est-à-dire que les gens l'appréhendent plus que nous, que moi, en tout cas. Parce que moi, tout le monde me disait, quand on recherchait, parce qu'on a ouvert en 99, mais on a probablement commencé en 95, je perds la notion du temps, là, mais avant de rencontrer des gens pour trouver l'immeuble qui faisait notre affaire, puis trouver l'argent, puis tout ça. Alors, on a fait beaucoup de la vin, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mhm. Et puis, on rencontrait des gens, puis ce qu'on se faisait souvent dire, c'était, ben, vous réussissez à Québec, mais ça ne veut pas dire que vous allez réussir à Montréal, tu sais. Bon, OK. Donc, les gens se pensaient qu'à Montréal, mais moi, j'ai jamais eu de doute, tu sais. Je me disais, mais Montréal, c'est pas la fin du monde, tu sais. Alors, donc, moi, je suis arrivée à Montréal, puis, tu sais, un hôtel vit avec les gens d'ailleurs. Il vit pas avec les gens de McGill College, là. Il vit avec les gens qui viennent d'ailleurs. Alors, rapidement, les gens de Québec, quand ils venaient à Montréal, ils venaient chez nous, Mhm. tu sais. Alors, rapidement, ça a été, puis on avait un super bel emplacement. Alors, rapidement, ça a très bien marché, là. On n'a pas eu... Et c'est là, c'est à Montréal, quand on a ouvert Montréal, qu'on s'est dit, ben là, on va aller à Toronto. Vous étendez vos affaires jusqu'à Toronto, en pleine crise du SRAS, hein, le syndrome respiratoire aigu sévère. On s'en souvient peut-être moins, mais c'était une épidémie, des dizaines de morts, des congrès annulés. Toronto est presque à l'arrêt. En jargon de hockey, on dirait c'est des impondérables, mais vous venez d'investir 26 millions de dollars là-bas. Comment vous réagissez? Avec beaucoup de calme, tu sais. Puis je pense que ça, c'est une chose qui nous caractérise, mon frère et moi. On panique pas devant ces situations-là. Ça donne rien. Et puis, tu sais, puis vous venez de le mentionner, là, tu sais, l'Organisation mondiale de la santé dit au monde entier, n'allez pas à Toronto, OK? Parce que vous pouvez mourir. Alors, c'est sérieux. Puis nous, on ouvre un hôtel. Mais on avait confiance que... Puis il y avait quand même il y avait des informations qui circulaient à l'effet que ça se calmait, ça allait mieux. Il y avait des actions qui étaient faites par les gens de Toronto pour justement relancer Toronto. Alors, tu sais, à un moment donné, quand une situation, tu ne peux pas la contrôler, je dis pas que tu t'assois puis tu tournes les pouces, là, mais on pouvait rien faire pour ça. Alors, on a géré ça du mieux qu'on pouvait. Encore une fois, notre partenaire, notre prêteur de l'époque était parfaitement conscient que on n'avait aucun contrôle là-dessus. Alors, tout le monde a gardé son calme et puis finalement, on a passé au travers, mais ça a été une première année d'ouverture difficile. Ouais. Ça a fait que c'est drôle parce que quand la COVID est arrivée, les premiers jours de la COVID, moi, j'étais en déni total, tu sais, et je me souvenais de cette expérience. Je me disais, arrêtez de paniquer, là, tu sais, j'ai vécu le SRAS, il n'y a rien là, tu sais. Alors, ça m'a pris Non, mais juste pour vous dire que ça m'a pris quelques jours avant de vraiment, là, réaliser. L'année avant d'ouvrir à Toronto, vous achetez la mythique auberge Athlée, qui est un relais château en Estrie. Au départ, c'est un coup de cœur, hein, pour vous. Vous dites à l'époque que vous êtes payé un petit plaisir, une maison de campagne même, en boutade. Petit hôtel, 25 chambres. Jusqu'à quel point c'est un défi d'implanter une culture d'entreprise dans un hôtel qui roule déjà?
Je vous dirais que c'est un gros défi, puis ça nous a bien servi parce que, on a acheté cette auberge-là, effectivement, coup de cœur pour le lieu, coup de cœur pour la région, tu sais, c'est bon, un ensemble de choses. Puis on voyait un développement à travers ça aussi, tu sais, on se disait il y en avait d'autres auberges, relais et châteaux au Québec, puis on voyait la possibilité d'en acheter d'autres, puis de voir. Tu sais, là, on commençait, là, c'était l'époque où on voyait grand, tu sais, je veux dire, alors, on se disait, il y a quelque chose là. Mais pour s'apercevoir que acheter une entreprise, petite, grande, peu importe la grosseur de l'entreprise, il y a une culture de rattacher à cette entreprise et il ne faut pas négliger cet élément-là. Et le mariage des cultures peut se faire, mais c'est très important de prendre connaissance de ces cultures-là avant d'en devenir propriétaire pour justement évaluer la mixité des cultures. Et c'est une chose qu'on n'avait pas faite pour s'apercevoir que c'était pas c'est ça, on a eu certaines difficultés, c'était pas évident. À ce moment-là, on avait 4 hôtels, 2 à Québec, un Montréal, un Toronto. Puis l'auberge attelée me demandait parce que moi, j'ai toujours été dans le couple, là, mon frère et moi j'ai toujours été très proche des opérations. Tu sais, je m'occupais beaucoup du fonctionnement. Alors cette auberge-là me demandait tout mon temps, là. Tu sais, je veux dire, j'étais toujours là parce que c'était très exigeant Mhm. et c'est là qu'on a réalisé qu'on allait faire notre croissance de façon organique et non pas par acquisition. Qu'on a réalisé que l'acquisition était c'est une autre business. Puis dans l'univers du service, de faire du développement par acquisition, il faut que la mixité des cultures devienne une spécialité dans ton entreprise parce que tu achètes des équipes, tu achètes du monde. Alors, ça peut mettre en péril bien des choses. Donc, c'est là qu'on s'est dit, ben nous, on va développer de façon organique. Alors, mmh. En 2007, votre père décède. Entre la relation plus tendue que vous aviez avec lui là, quand vous étiez adolescente, puis la relation d'affaires que vous avez développée au fil du temps, qu'est-ce que vous perdez à ce moment-là? Ben, tu sais, mon mentor, mon père, mon mentor, mon homme de confiance, tu sais, c'est mon go-to, là, tu sais, papa, ben, ça aussi, c'est la vie. Non, non, papa, c'était, tu sais, je l'appelais tout le temps. Puis, écoute, quand il est décédé, ben, tu sais, vous avez sûrement perdu des gens proches de vous, là. Puis, on a tous des deuils à vivre, mais tu sais, quand il est décédé, tu sais, je l'appelais souvent papa. Puis, tu sais, je l'appelais, j'étais sur la route, puis je l'appelais. Écoute, je pense que j'ai continué de composer son numéro pendant 1 an, là, tu sais. Je l'appelais, puis ben là, franchement, Christiane, tu sais, je veux dire, ils disent que ça prend 1 année avant, pas oublier quelqu'un, mais tu sais, de passer. Il faut que tu passes à travers 1 année, là, tu sais, les premières, le premier Noël, le premier anniversaire, tu sais, toutes ces affaires-là. Puis moi, ben, c'était appeler papa, je l'appelais tout le temps. Puis à un moment donné, ben, ça a été fini. On se transporte en 2011. Votre frère Richard, qui est aussi avec vous, se retire de l'aventure. Lui gérait l'Hôtel de Québec. Vous allez racheter ses parts. Est-ce que c'est un épisode difficile pour vous et pour la famille? Ben, tu sais, c'est jamais facile, ces situations-là, là, de racheter ton partenaire, puis de racheter ton partenaire qui est ton frère. Heu, Puis nous, c'est une entreprise familiale, mais ça demeure une entreprise. Alors, c'est de marier les valeurs familiales avec les valeurs, financières. C'est qu'on a des partenaires, on vend une participation de l'entreprise. Alors, il faut que tout le monde soit d'accord avec ça. Puis comme je disais, moi, je disais toujours à mon frère, Jean-Yves, tu sais, ce qui est important, c'est que à la fin, mais en fait, je disais aux 2 frères, ce qui est important, c'est qu'à la fin, on passe Noël ensemble, tu sais. Je veux dire, faut que la transaction se fasse. Puis je comprends qu'il y a des moments de la négociation qui sont plus difficiles que d'autres, mais à la fin, le respect doit faire partie de l'équation parce qu'il faut passer Noël ensemble. Puis, tu sais, on était encore ensemble à Noël, 2023. Alors,
je dirais que la conclusion de ça, c'est que on a bien réussi ce passage-là. Tu sais, ça va bien. Puis mon frère Richard, je pense qu'il est un homme heureux. Puis c'est correct. Vous avez déjà dit que vous étiez une self-made woman. Est-ce que vous diriez encore ça? Ouais. Je pense qu'on est des gens qui se sont beaucoup formés sur le plancher, là, Moi, je possède pas la vérité, là, tu sais, pas du tout. J'ai une façon de faire, mais ma façon de faire a évolué au fil des années, puis c'est beaucoup grâce aux différentes expériences que j'ai vécues, tu sais. Alors, j'ai pas étudié, mais la vie, les gens que j'ai rencontrés m'ont vraiment beaucoup appris, tu sais. Puis j'étais pas dans une période où... aujourd'hui, on parle beaucoup de mentor, de mentorat, puis tout ça. Il y a 30 ans, on parlait pas de mentor, mais je buvais les paroles de gens que je rencontrais puis que je pensais qu'il y avait des choses à m'apprendre, là, tu sais. Alors, non, moi, j'ai beaucoup appris, puis j'apprends encore, ouais. Dans des entrevues que vous donniez il y a 20 ans déjà, vous aviez Vancouver dans la mire, les États-Unis aussi, vous en parliez ouvertement en 2002. En 2008, vous disiez on va avoir 20 ou une vingtaine d'hôtels d'ici 5 ans. En 2019, c'était une trentaine d'ici 2025. Pourquoi tout ça, ça ne s'est pas concrétisé? Je pense que la pandémie nous a ralenti énormément, là. Tu sais, le 25 hôtels en 2025, on y arrivait. OK? Ça, c'est sûr. Tu sais, on avait 2020, 2020, 25, on y arrivait. La pandémie nous a ralenti, puis là, on reprend, là. Tu sais. Et puis, bien, Vancouver, on va y arriver. OK, là? Ça arrive. Pour ce qui est des autres projets américains, européens, bon, à un moment donné, on a regardé effectivement des projets américains. On est venu très proche à Boston, très proche. Mais nous autres, en plus de faire des hôtels, de bâtir des hôtels, on a construit 2 marques principales, Alt et Germain. On verra Escade, là, mais pour l'instant, on a mis nos énergies sur Alt et Germain. Bâtir des marques, là, c'est pas juste mettre une enseigne sur une bâtisse. C'est s'assurer que les fondations de la marque sont solides. Et ça se fait dans un travail de tous les jours. Et je dois dire que la pandémie nous a un peu ralenti parce que, tu sais, on a quand même mis à pied 1200 personnes. Là. Il ne restait plus personne. Alors ça a duré quasiment 2 ans, là, tu sais, où on éteignait les feux, on faisait des petits projets, mais il n'y avait aucune continuité qui était reliée au développement, aux fondations, puis tout ça. Alors, donc, là, je m'écarte un peu, mais Boston, ça n'a pas marché. Puis là, on s'est dit, là, on va se concentrer sur le Canada. OK? Là, on va s'assurer que nos marques soient bien fortes. Puis après ça, on verra. Puis l'autre élément aussi, j'ai réalisé au fil du temps que j'étais plus du côté européen que du côté américain. Alors, s'il y a un développement à faire, peut-être que ça sera en Europe. Peut-être que ça sera aux États-Unis aussi, puis peut-être que ce sera pas moi qui va le faire, peut-être que ça va être l'autre génération qui s'en vient, qui va s'occuper de ça. Tu sais, à un moment donné, il faut savoir prendre un peu de recul, puis laisser les autres faire leur projet. Tu sais. Il y a beaucoup de gens qui auraient pu décider de vendre l'entreprise à une chaîne, faire un coup d'argent, puis se la couler douce. Pas vous. Vous avez réinvesti constamment. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Tu sais, on aurait pu vendre à un moment donné, mais on n'aurait pas fait un si gros coup d'argent que ça. Puis, on n'a jamais construit on n'a jamais fait ce qu'on a fait pour ça. Ceci étant dit, je comprends très bien les gens qui arrivent à mon âge à un moment donné puis qui disent bon, mais là, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Mais nous, on a la chance d'avoir une relève à l'intérieur de l'entreprise. Alors, puis ils ont le goût de continuer. C'est un cadeau du ciel, tu sais, je veux dire, non, moi, pourquoi je vendrais? Ouais. Non, puis Jean-Yves et moi, là-dessus, ça a été... puis oui, je vous dirais que on a toujours réinvesti tout le temps. Puis je suis contente de l'avoir fait. Là, j'ai probablement moins le goût de continuer moi-même
à réinvestir et j'ose espérer que d'autres le feront. Ouais. Parce que là, c'est une aventure sur 3 générations, hein. Votre fille Marie-Pierre, vice-présidente aux ventes marketing, votre neveu Hugo, le fils de Jean-Yves, vice-président opérations. Ça reste très familial. Puis à l'origine, vous l'avez mentionné, c'était pas votre souhait que votre fille travaille nécessairement avec vous. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? Ben, c'est elle. C'est C'est elle. Non, puis quand elle a choisi, ma fille, quand a été le temps de faire ses choix universitaires, elle a choisi d'étudier en génie mécanique. Mmh. Alors moi, j'avais réglé ça, là, tu sais. C'était Non, fini. c'était fini, tu sais. Quand elle m'a dit, bon, je m'en vais en génie mécanique, ben, j'ai posé la question, qu'est-ce que tu vas faire là, tu sais? Puis elle a dit, ça me tente. Elle avait eu un professeur de physique qui l'avait beaucoup marqué. Puis en tout cas, bref, ça lui a donné le goût. Alors moi, j'ai dit, OK, c'est correct, c'est ça que tu veux faire. Donc, j'avais comme éliminé l'option de venir travailler dans l'entreprise, mais finalement, elle y est revenue, tu sais. Alors c'est vraiment elle qui a décidé Puis bon, ben ça va bien, tu sais, ça se passe très bien. Puis je pense que elle a les deux, les trois, en fait, les enfants de mon frère, ma fille, les six ont l'entreprise tatouée sur le cœur, ça c'est clair. Il y a quand même des défis, là. Vous faites un conseil de famille 4 fois par année avec un consultant externe pour avoir une espèce de tête froide par rapport aux questions familiales. Est-ce que c'est parce que la proximité peut brouiller la vue quand c'est le temps de prendre des décisions, qui sont difficiles, par exemple? Est-ce que ça joue? Ben, nous, ça fait, écoutez, là, je sais pas, 15-20 ans qu'on fait ça. On a commencé ça, mon frère et mais en fait, mes 2 frères et moi, avec cette personne-là de l'extérieur, un modérateur, si on peut, l'appeler ainsi. Et le conseil de famille, c'est pas un conseil d'administration, c'est un conseil qui parle des choses de famille et qui permet d'évacuer les petites bibittes, des fois, qui pourraient déranger, tu sais, parce que dans une famille, tu sais, les conflits, là, qui peuvent arriver, qui peuvent survenir, c'est pas, c'est très rarement sur des gros éléments, c'est toujours des petites choses, puis si on les évacue pas, ben ça peut devenir des enjeux importants. Mmh. Alors, le conseil de famille sert à évacuer les petites bébites, là. Et puis nous, ben écoute, ça fait, comme vous l'avez mentionné, on fait longtemps qu'on fait ça. Mmh. Puis on fait ça 4 fois par année, puis c'est dans nos horaires, c'est dans nos agendas. Puis maintenant, les enfants en font partie. En fait, c'est ça, eux autres aussi sont initiés à cette pratique de conseil de famille. Et s'assurer de passer encore Noël ensemble, on l'aura compris. Vous tenez aussi à votre engagement environnemental, local, hein. Au Germain-Charlevoix, il y a un grand potager pour cultiver les légumes pour le restaurant. Vous privilégiez, l'achat local, sinon vous faites appel aux artistes du coin. Cette sensibilité-là, ça a un prix, hein. Est-ce que c'est compensé par la réputation qui vient avec l'engagement? Est-ce que c'est compensé par la réputation? C'est une très bonne question à laquelle j'ai probablement pas une très bonne réponse. J'ose espérer que oui, OK? Mais premièrement, est-ce que ça se calcule facilement? Je pense que non. Puis deuxièmement, ça fait partie, tu sais, quand on parle de valeurs, tu sais, ces chères valeurs, bien, ça fait partie de nos valeurs, tu sais, puis je veux pas être désagréable, mais moi, là, aller acheter des meubles en Chine, mettre dans mes ch tu sais, je veux dire, ça rentre pas dans ma tête. C'est juste que ça rentre pas. Impossible. Alors, je le ferai pas. Puis probablement que je sais que ça coûte un peu plus cher. Je le sais, tu sais, mais je pense que les gens qui viennent chez nous, peut-être qu'il y a 1 $ ou 2 ou 3 dans le prix de la chambre qui est relié à ça, Mmh. puis ils acceptent de le payer parce qu'ils savent, à un moment donné, on s'en cache pas, les meubles sont faits à Plessisville. Mmh. Tu sais, je veux dire, c'est tout ce qui est dans la chambre est fait à Plessisville. Pour moi, ça a une valeur euh, très importante, tu sais. Vous êtes aussi devenu une figure importante de l'émission Dans l'œil du dragon à Radio-Canada, hein. Les entrepreneurs présentent leurs projets, ils cherchent des investisseurs. Est-ce que, l'entrepreneurship, c'est devenu un spectacle beaucoup plus que quand vous avez commencé? Ben, c'est ça, tu sais, avant,
avant, les entrepreneurs étaient souvent des gens qui ne savaient pas quoi faire dans la vie. Ils étudiaient plus, j'en suis un bon exemple. Puis, bon, ben, il faut travailler. Alors, on va se partir d'une patente. Un patenteux, puis bon, tu sais, c'était ça l'entrepreneuriat, là. Tu sais, tu n'aimais pas l'école, fallait que tu sais, bon, alors tu trouvais quelque chose à faire, tu partais une business, puis à un moment donné, la business avait du potentiel. En tout cas, c'est comme ça, là. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un choix, l'entrepreneuriat. Puis ça, ben, c'est que c'est devenu, tu sais, tu deviens, si tu as ce goût-là de réaliser des choses puis d'entreprendre des choses, ben c'est un choix que tu fais. Alors, les émissions, que ce soit les émissions de télévision, que ce soit la place que l'entrepreneuriat prend dans les universités, parce que parlais pas d'entrepreneuriat dans les universités avant, tu sais. Aujourd'hui, tu as des chaires entrepreneuriales, tu sais, je veux dire, on parle de l'entrepreneuriat. Alors, c'est sûr que ça a pris une place plus importante, puis je trouve ça formidable parce que l'entrepreneuriat, c'est un pilier important de notre économie, mais toutes les économies, là, tu sais. Alors, c'est devenu un choix de carrière, alors qu'avant, tu faisais ça par dépit un peu, tu sais. Puis une chose qui est très importante aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Parce que la vie entrepreneuriale est pas toujours facile. Puis, tu sais, on dit des fois tout seul au sommet, là. Puis, sommet est une figure de style peut-être exagérée, mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, tu es dans des situations où tu ne peux pas te confier à tout le monde qui sont autour de toi parce que tu vas les insécuriser, tu sais, je veux dire, c'est pas les bonnes personnes. Alors, très souvent, moi, rapidement, j'ai demandé de l'aide, j'avais, tu sais, j'ai pas hésité à avoir des consultations avec un psychologue, tu sais, pour m'aider parce que je me sentais seule, tu sais, à bien des égards. Alors, oui, c'est important d'avoir des bons professionnels, mais les professionnels, c'est pas juste des gens qui savent compter, là, ça peut être des gens qui, mentalement, peuvent te supporter, peuvent t'aider. C'est parce que des fois, ça peut être difficile et faut pas s'imaginer qu'on peut tout faire tout seul. Vous, votre meilleure décision à vie, Christiane, c'est quoi? Ma fille. Vous êtes fière, hein? Absolument. Quand vous voyagez, où est-ce que vous logez? Je loge dans les hôtels. Oui, non, c'est ça. J'aime beaucoup les hôtels. Ouais. Alors, j'essaie de me faire plaisir. Oui. Donc, c'est encore une passion. Absolument, oui. Qu'est-ce qui vous reste à accomplir, Christiane Germain? Le dernier tiers de ma vie. Je le dis en riant, puis, tu sais, c'est ça, le dernier tiers, j'espère, premièrement. Puis, deuxièmement, de continuer à me réaliser à travers ce que je fais, vraiment. Puis, tout en ayant évidemment la santé, là, tu sais, je suis à l'âge où c'est ce qu'on se souhaite le plus pour pouvoir continuer ces belles années qui sont en avant de moi. Le balado « Ça part d'une idée » est une production de l'Actualité. Recherche et animation, Jean-Philippe Cipriani. Réalisation, Récréation. Mixage sonore et thème musical, Francis Thibault. Musique additionnelle, BAM Musique. Prise de son, Raphaël Limoges-Côté. Ce balado vous a plu? Écoutez les autres épisodes de la série à l'actualité.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci d'avoir été là. À bientôt!